Emma. Bonjour. Bienvenue sur Parprenelle. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur ce podcast. Donc Emma, tu es une pédagogue qui étudie les sciences de l'éducation aux Pays-Bas. Tu es spécialisée dans les élèves neurodivergents, notamment les TDAH, autisme et hypersensibilité. Récemment, tu as pris l'initiative de fonder ta plateforme Neuroasis et ça fait plus de 6 ans que tu travailles dans le secteur éducatif, notamment aux Pays-Bas en tant qu'assistante de professeur pour des classes de CP. Tu as donné des cours de langue dans l'école française d'Amsterdam. Et tu as aussi fait du coaching d'accompagnement à la parentalité. Absolument. Mais je te laisse nous en dire plus et te présenter de la manière dont tu le souhaites. Déjà, je suis ravie d'être ici, d'être sur Parprenelle aussi. Ça fait plaisir de voir une plateforme dédiée à notre milieu. C'est important. Alors, mon parcours, il y aura peut-être des questions un petit peu plus ciblées, mais je vais essayer de faire ça un petit peu en général. Donc, tu as tout bien dit. En effet, ça fait maintenant 13 ans que j'habite aux Pays-Bas. Et j'ai travaillé donc en tant qu'assistante de professeur d'abord. J'ai étudié pour être professeur de français aux Pays-Bas. Finalement, après avoir travaillé dans un hôpital pour enfants aux Pays-Bas, j'ai vu des pédagogues dans les couloirs et j'ai trouvé leur travail absolument fabuleux. Donc, ils sont pas dans le médical et c'est pas des profs non plus. C'est juste, l'accompagnement donc à la parentalité. Mais alors du coup, dans ce contexte-là, plus expliquer aux enfants ce qui est en train de se passer, expliquer aux parents ce qui est en train de se passer, etc. Et donc, je suis allée les voir. J'étais en 2e année pour être professeure de français aux Pays-Bas. Je suis allée les voir et je leur ai dit, écoutez, comment je peux marcher dans vos chaussures, en fait, finalement. Comment est-ce que je peux… I want to be you, en fait. Et du coup, finalement, je leur ai demandé ce qu'il fallait que je fasse et ils m'ont dit qu'il fallait que j'étudie pédagogie, ça s'appelle aux Pays-Bas, qui d'ailleurs, c'est des études qui viennent de Suède, de Scandinavie, en fait. Donc, en néerlandais, c'est pédagogique. Et en fait, donc, ça se traduirait un petit peu plus, en effet, aux sciences de l'éducation en France, bien que c'est plein de formations un petit peu… qui sont un petit peu dispatchées en France et c'en est une aux Pays-Bas. Et du coup, on est après diplômé en tant que pédagogue. Dans nos dernières années, on peut d'ailleurs aussi se spécialiser donc dans plusieurs choses. Moi, j'ai fait un mineur, je ne sais pas si on dit ça en français. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Une mineure, c'est-à-dire c'est un peu une petite licence. C'est ça, une spécialité. Ouais, c'est ça, voilà, une spécialisation. Une concentration. Okay. Exactement, donc j'ai fait ma spécialisation donc dans l'accompagnement à la parentalité. J'ai aussi donc du coup travaillé dans la protection des enfants, en effet en tant que coach pour enfants et parents surtout d'ailleurs, on en parlera à l'occasion, pour les enfants qui ont une problématique donc TDAH, autisme, hypersensibilité, etc. Et j'ai travaillé donc, je pense pendant à peu près 6 mois, de manière assez intensive. Avec beaucoup de familles. Et après, donc voilà, je me suis dit, c'est là où il faut que je sois. Donc du coup, là, je pousse un petit peu. En effet, je vais monter quelque chose aussi avec Neuroasis pour justement l'accompagnement à la parentalité parce qu'en France, c'est extrêmement tabou. Alors qu'aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, les parents ont accès à des pédagogues de manière très simple, entre guillemets. Donc des personnes comme toi et moi spécialisées dans l'éducation. Et souvent, c'est même pris en charge par la mairie parce qu'il y a des fois des parents qui ont juste des questions. Voilà. Et ça ne veut pas directement dire qu'il y a une crise. C'est beaucoup de prévention. Et ils sont beaucoup plus dans la prévention plutôt que dans le damage control, comme on peut être en France. Et voilà, donc c'est ce que je suis en train d'essayer de monter, donc voilà. C'est hyper intéressant. Il y a plein de questions là qui me viennent en tête sur tout ça, mais j'ai quand même envie de comprendre un peu plus ton parcours scolaire à toi, savoir d'où tu viens, ton enfance, comment s'est passée ta scolarité, qu'est-ce que tu as rencontré, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a déçu, un peu le pourquoi du comment et pourquoi aujourd'hui ce milieu résonne tellement avec toi en fait. C'est une magnifique question et j'ai beaucoup à dire. Alors, j'ai été, il faut le savoir, un échec scolaire, complètement. J'ai ni le brevet ni le bac. J'étais en échec scolaire toute ma scolarité en France.
Ça a été extrêmement difficile. Ma famille n'a pas du tout vu ce qui clochait, entre guillemets. Et je peux pas leur en tenir rigueur parce que même quand j'étais, je sais plus exactement quel âge on m'avait même amené chez une psychologue. Ma mère m'avait emmené chez une psychologue qui n'avait du coup aucune idée de ce qui se passait en fait. Okay. Et donc énormément de souffrance aussi en tant qu'adolescente, en tant que pré-ado, parce que incompréhension totale de ce qui se passait en fait. Et donc, parce que j'excelle dans les langues, je parle d'ailleurs maintenant 3 langues couramment, j'étudie en néerlandais, je fais des recherches en néerlandais, l'anglais je le parle couramment aussi, je l'écris aussi beaucoup. Mais donc, tout ce qui était côté linguistique, etc., ça allait super bien, j'avais une moyenne de 19 en anglais. Tout ce qui était mathématiques, et donc un peu plus abstrait pour moi, en tout cas, j'avais du 0,5 de moyenne. Voilà, donc je tournais à pas très très haut, quoi. Okay. Ce qui était extrêmement frustrant parce qu'en France, c'est vrai qu'il faut rentrer dans des cases. Et du coup, ça a fait que j'ai été vraiment en gros échec scolaire. Donc, comme je disais, j'ai ni le bac ni le brevet. Après, alors pas suite à ça, mais j'ai suivi mon père qui voulait avoir une aventure néerlandaise, en fait, qui voulait partir vivre aux Pays-Bas pendant 1 ou 2 années. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je peux rien faire. Je sais pas quoi faire en fait, vraiment. Donc du coup, je suis allée avec lui. Finalement, lui est reparti après des Pays-Bas et je suis restée. Et en fait, j'ai commencé à travailler d'arrache-pied aux Pays-Bas, mais alors travailler en tant que j'ai commencé en tant que rabatteuse en restaurant mexicain. Donc avec un sombrero, avec un thé à la menthe, alors qu'il pleuvait et qu'il neigeait, avec mon thé à la menthe, mon sombrero, mon poncho, à demander aux gens s'ils voulaient manger des tacos, quoi. C'était littéralement mon job. Voilà. Donc, et après, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans plein de choses. Et en fait, parce que aux Pays-Bas, donc du coup, j'ai entendu dire à ce moment-là qu'aux Pays-Bas, à 21 ans, tu as le droit de passer un test d'entrée à l'université. En fait, il faut aux Pays-Bas et dans beaucoup de pays nordiques, si tu peux montrer que tu as le niveau analytique, le niveau le niveau universitaire, universitaire, au niveau grammaire, même quand tu nous a demandé de faire une dissertation, par exemple. Faire une dissertation, etc., en néerlandais, le niveau de langue, etc., il donne la chance de pouvoir étudier. Donc, il ne regarde pas ton dossier, etc., peu importe. Si tu peux nous montrer que tu y arrives et que tu as le niveau, tu as le droit d'étudier. La condition est la suivante, c'est que tu dois valider ta première année d'un coup. Tu n'as pas le droit de redoubler, donc? Non. La première année, tu dois la valider directement. Donc, tu dois passer donc tu dois entrer et après, tu dois la valider directement. Suite à ça, tu as un diplôme qui s'appelle une propedeuse. Et ça, c'est un diplôme qui a vraiment du poids. C'est un vrai diplôme. En fait, pour que tu puisses avoir dans la société néerlandaise, donc, tu peux postuler à des postes qu'ils appellent des postes de niveau de pensée universitaire. C'est comme ça en fait qui font un peu la différence entre un pédagogue qui peut avoir des tâches plus de management, des cas un petit peu plus complexes, ou un travailleur pédagogique qui serait typiquement quelqu'un qui aide à la garderie, quoi, en fait, mais qui n'est pas dans l'éducation, dans le vif du sujet par rapport à un enfant et son développement, etc. Donc j'ai fait ça finalement. Et je me suis dit, prof de français, c'est pas mal, parce que je savais pas encore exactement ce que je voulais faire à ce moment-là. Parce que comme la France, j'étais en échec scolaire, moi, je me suis dit, je peux rien faire. Je suis nulle, je suis pas faite pour l'école et c'est tout. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Je peux directement dire avec tout ça que j'ai été finalement diagnostiquée à 27 ans avec un TDAH extrême. Et donc, alors, je dis extrême dans le sens où c'est un spectre, c'est comme dans l'autisme, etc. T'as certains symptômes et moi, j'ai tous les symptômes et au moins là-dessus, j'étais une winner, quoi. Là, il faut dire un truc, là, pour le coup, j'avais des bonnes notes. Là, I was excelling.
Tu vois, là, c'était pour une fois dans ma vie. Donc, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais un TDAH assez sévère. Et finalement, j'étais déjà, à ce moment-là, à 27 ans, j'étais déjà en train d'étudier pour être pédagogue. Okay. Donc, en fait, j'ai toujours eu cette... parce qu'il me semble que tu as demandé qu'est-ce qui t'a parlé le plus, ou je sais dans plus. Ce métier, oui. Qu'est-ce qui, en fait, pourquoi ça a résonné autant avec toi? Pourquoi tu voulais leurs chaussures à eux, quoi? Voilà, exactement. Et c'est marrant, hein, parce que je pourrais pas... si tu m'avais demandé ça avant, je me dis... le seul truc que j'aurais pu dire, c'est que je supporte pas l'injustice. Le fait que y ait des enfants qui... alors bon, là, c'était à un hôpital, donc c'était un peu différent, mais même dans l'éducation, etc. Un enfant qui n'arrive pas à suivre académiquement parlant par rapport à certaines matières et qui n'entre pas dans les cases, ça ne veut pas dire que cet enfant-là n'est pas brillant autre part, pour d'autres choses et en apprenant de manière différente. Et j'ai toujours eu ce feeling-là parce que finalement, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc, inconsciemment, ça résonne, en fait. Mon enfant intérieur s'est dit « Attends ». Et du coup, j'ai été vraiment poussée. J'ai vraiment voulu faire la différence. Et je me suis rendu compte que j'avais moi-même le TDAH. Je m'en suis rendu compte parce que, tu dois le savoir, dans les études donc universitaires, quand on parle de psychologie du développement, quand on parle de tout ça, notre premier cobaye, c'est nous-mêmes et notre histoire. Et donc, j'ai dû écrire, mais j'ai plus d'une centaine de pages écrites à relier mes attachements, mes manières d'être, mes manières de faire maintenant et avant quand j'étais plus petite. Et ça, relier tout ça à la psychologie du développement. Et en plus de ça, on a dû même faire des simulations de comment ça aurait pu être mieux. Et voilà, donc du coup, en fait, j'ai tout décortiqué. Je me suis rendu compte que y a peut-être un truc, voilà. Et donc, du coup, suite à ça, en fait, je me suis rendu compte du vrai diagnostic. Très intéressant aussi. J'ai d'abord été diagnostiquée en tant que borderline. D'accord. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. C'est parce qu'ils sont trompés ou ça va un petit peu avec ce dont on va parler sûrement un petit peu plus tard. C'est que c'est par rapport aux symptômes chez les femmes et chez les petites filles, du coup, qui ne sont pas les mêmes que chez les petits garçons et chez les hommes. Sauf qu'on se base pour le diagnostic sur des symptômes testés sur des hommes et des petits garçons. Donc du coup, beaucoup de femmes, de jeunes femmes, de petites filles sont ou pas diagnostiquées du tout, comme c'était mon cas, ou alors sont mal diagnostiquées. Donc moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline vers 26-27 ans. En fait, c'était pas ça. C'est juste parce qu'il y a des points communs dans l'irrégulation, par rapport à la dopamine, etc., et l'irrégulation des émotions. Du coup, c'est vrai que symptomatiquement parlant, surtout quand on a un DSM-5, donc le DSM-5, si vous ne savez pas, c'est le manuel en fait de psychologie qu'utilisent les psychologues, etc. pour diagnostiquer. Donc pour tout, il y a une liste, pour chaque trouble, il y a une liste de symptômes et ils se basent là-dessus pour diagnostiquer. Donc du coup, au moment où les symptômes qu'on regarde ne sont pas ceux qui sont faits pour les femmes ou les petites filles, et du coup, ça fait overlap et voilà. Et dans le borderline, il y a ce dérèglement des émotions. Donc, on peut faire le parallèle un petit peu avec bipolaire, la bipolarité. Donc, des moments où il y a vraiment beaucoup de mania, de dépression et des moments très joyeux. Sauf que dans le borderline, ça peut être dans une journée, dans une heure. C'est très comme ça. Mais dans le TDAH, et c'est là où c'est donc du coup très intéressant, c'est que ça peut être ça aussi, mais ça se traduit pas de la même façon. Et aussi, c'est pas exactement pour les mêmes raisons. Mais bon, ils regardent juste les symptômes et ils regardent les symptômes du DSM-5 et ils se disent ah bon voilà, c'est borderline. Donc c'est ça c'est un gros souci dans notre manière de diagnostiquer. Voilà. Mais du coup voilà, donc je me suis rendu compte que
j'étais aussi TDAH et que j'avais envie que maintenant je suis coach TDAH pour aider les parents, les enfants, etc. J'ai plein de questions là par rapport à ce que tu... Mais donc je vais faire revenir un tout petit peu en arrière et après revenir à ce que tu viens de me dire. Ouais. Là, ma première question, c'est quand tu étais en échec scolaire en France. Parce que là, tu nous parles, voilà, tu fais des études incroyables, tu as confiance en toi, etc. Comment est-ce que tu étais quand tu étais en échec scolaire? Est-ce que c'est un truc que tu as internalisé? Ouais. Est-ce que c'était genre, tu n'avais vraiment pas d'estime de toi-même? Est-ce que tu disais je suis nulle? Ou est-ce qu'il y avait quand même une petite critique et révolte par rapport au système? Comment est-ce que tu l'as vécu en fait? Comment ça a été incarné ce rapport à l'échec? Ça a été extrêmement difficile. J'étais une ado rebelle. J'étais une ado qui on avait presque l'impression 5 personnalités en 2 mois, quoi. Je suis passée par des phases très extrêmes en fait. Finalement, j'étais dans l'extrême dans tout parce que j'avais l'impression qu'on me voyait pas en fait. Donc j'étais là, mais enfin. Donc du coup, et j'ai internalisé ça énormément. Donc j'étais une de ces ados qui se scarifie, j'étais une de ces ados qui est en déprime, qui très rebelle, très en révolte contre tout et tout le monde en fait. J'avais en effet cette révolte contre le système, ouais. Mais je pense pas que j'avais conscience que c'était le système, la partie sociologique un petit peu de tout ça. J'en avais évidemment pas forcément conscience, mais je me suis sentie extrêmement incomprise. Je me suis dit pourquoi est-ce que les profs me détestent, parce que en plus j'arrivais pas à me concentrer. Ça fait partie du TDAH aussi, j'avais du mal à me concentrer, donc en fait ça tout s'empilait. Ouais. Et je comprenais plus ce qui m'arrivait en fait, et personne ne comprenait autour de moi. J'étais juste une ado rebelle, déprimée. Et t'as changé d'école beaucoup de fois du coup Je sais, tu sais, c'est très drôle que tu me poses cette question. Je sais même plus combien de fois. Je crois 6-7 fois peut-être. Et et ça maintenant je le sais de par la psychologie, etc., du développement. J'ai des années entières de blackout. Je ne sais plus quelle école, quel copain, quelle copine, aucune idée. T'avais un peu une phobie scolaire ou tu te faisais des amis socialement? C'était comment Socialement, j'ai toujours été pourtant très... non, socialement. Et même, je me rappelle d'un surveillant qui me disait que j'étais toujours un soleil et j'ai toujours très... Donc, socialement parlant, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème pour aller devant la classe. J'ai jamais eu de problème. Jamais. Mais ça c'est ma personnalité. En revanche, je sais que pour d'autres enfants qui ont un TDAH ou qui ont quelque chose qui n'est pas du tout diagnostiqué ou vu, qu'ils ont tendance à se refermer. Moi, pour le coup, niveau social, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de copains, de copines, etc. Mais toujours difficile à garder le lien. Ouais. Tu vois, alors en plus tu changeais beaucoup. En plus, c'est compliqué, ouais, tu vois. Et les profs, ils étaient comment par rapport à toi? Est-ce que c'était des gens qui te faisaient peur parce que tu te sentais jugée par eux? Est-ce que c'était des alliés un peu avec toi qui essayaient un peu de te comprendre et de te guider? C'était quoi le... Alors, je me suis rendu compte que, c'était un ressenti surtout. Les profs, quand t'étais bon, j'étais bonne dans quelques matières, donc par exemple, surtout l'anglais. J'étais sur du 19 de moyenne alors que j'avais 0,5 en maths. Dyscalculie aussi, truc qui vient avec le TDAH aussi. Dyslexie, dyscalculie souvent. J'ai pas de dyslexie, mais dyscalculie. Donc par exemple en anglais, j'excellais en fait. Mais, et donc du coup, les profs d'anglais voyaient ma valeur. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai même une professeure d'anglais qui me défendait corps et âme. Au conseil de classe, etc. Mais non, elle est très intelligente, parce que j'étais bonne dans sa matière. Donc du coup, elle me voyait comme une élève entre guillemets normale, une élève incomprise, parce que j'arrivais à lui dire des choses, parce que elle me prenait au sérieux en fait. Tu vois, c'est parce que quand on est en échec scolaire et quand on sait pas ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à se concentrer, pourquoi on n'arrive pas à suivre avec le reste. En général, les profs, il y a des années de ça donc, ont tendance à, parce qu'ils en ont aussi plein, ils ont plein d'autres élèves. Il y en a encore 3 autres qui ont aussi très certainement une neurodivergence dont personne n'est au courant.
Donc, tu tombes un petit peu du bateau, en fait, finalement. Ouais. Donc, mais il y a eu quelques professeurs, c'était toujours des profs d'anglais, qui m'ont toujours défendu parce qu'ils voyaient en fait que ce n'était pas un problème, entre guillemets, d'intelligence. Donc, je dis ça de manière pas du tout péjorative, juste c'était pas que je n'arrivais pas, c'était pas un problème, que j'arrivais pas à suivre C'était pas un les problème de cours. volonté ou toi t'es de mauvaise volonté, il y avait quelque chose de plus fondamental qui freinait ton apprentissage dans certaines matières. Exactement, et la manière aussi d'apprendre en France qui est complètement différente de celle d'apprendre des méthodes d'apprentissage dans les pays nordiques. Donc vraiment s'asseoir, machin. Ce qui est compliqué. Avec un TDAH, c'était extrêmement difficile. Okay. J'étais extrêmement hyperactive, mais du coup, quand tu disais, est-ce que tu l'as internalisé? Oui, mon hyperactivité a été internalisée. Okay. Donc du coup, parce que clairement, je ne pouvais pas être hyperactive. Donc du coup, c'était interne. Et donc du coup, c'était tellement ingérable que c'est là où j'ai commencé à me scarifier. Je m'en rappelle très bien parce que j'arrivais tellement plus à comprendre ce qui se passait dans ma tête que j'avais besoin de me concentrer sur autre chose, mais j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Donc la douleur physique, ça me faisait me... Et donc tu t'en voulais quoi, enfin tu te disais qu'est-ce qui va pas... Qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas du tout. J'avais pas envie d'être comme ça. J'avais pas envie de pas suivre. J'avais pas envie d'être rebelle. J'avais pas envie de tout ça. Mais mon cerveau me laissait pas de répit, quoi. Je comprends. Et à partir de quel moment... Bon, déjà, je me demande qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette résilience aujourd'hui, tu vois? Qu'est-ce qui t'a permis de surmonter cette phase? Parce que on en parle après, c'est un peu facile, mais c'est vrai que quand t'es dedans, c'est quand même très douloureux. Et tu vois, je pense peut-être à des jeunes qui aujourd'hui sont en échec et qui internalisent aussi tout ça et qui le vivent mal et qui s'en veulent. Et comment est-ce qu'on trouve de la résilience en grandissant? Comment toi, qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter et surtout à faire switcher la balance de c'est pas moi le problème, c'est que les gens n'ont pas encore compris la solution et n'ont pas encore le savoir et les connaissances nécessaires pour accompagner ce type de profil-là. Donc je me demande, je me demande comment est-ce que cette barrière-là, elle a switché pour que tu vas réapprendre à vivre avec soi, à apprendre à se connaître, à s'aimer, etc. Tu vois. Alors, c'est une question qui est très... c'est pareil, c'est une question absolument magnifique et une question qui englobe beaucoup de choses. Mais ce que je dirais maintenant, d'ailleurs, et c'est ce que je dis aussi souvent aux enfants, etc., le seul but qu'il faut avoir dans la vie, c'est de devenir la personne que tu n'as pas eue. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu faire tout ce que j'ai, donc être dans l'éducation, etc. Parce que je me suis dit, bon, j'ai eu personne qui a su me voir. Donc, mon plus grand but dans la vie, c'est de devenir la personne vers qui petite Emma courrait. C'est ce que je dirais, en effet, aux jeunes, et je l'avais déjà dit à quelques jeunes. Ouais, c'est vrai que t'es sûrement incomprise. Il y a beaucoup qui ne te comprennent pas. Au lieu de mettre de l'énergie dans la colère, envers tout le monde, essaye, c'est dur, ça prend du temps, il y a des fois on n'arrive pas, mais il faut se relever, même quand on n'y arrive pas, on se relève, et en fait essayer de se concentrer, de concentrer toute cette puissance qu'on a en nous, cette envie qu'on a en nous que les choses changent, le retourner pour se sauver nous-mêmes finalement, parce que et pour après faire la différence. Pour après, parce qu'une fois qu'on s'est sauvé, nous-mêmes, qu'on est la personne qu'on n'a pas pu avoir, on peut être la personne que d'autres petites filles n'ont pas. Donc, finalement, c'est très beau d'être dans cette situation-là. Et ça, c'est toujours, et je le dis très, très souvent, et d'ailleurs, c'est une citation de Tolstoï, que la beauté de la vie, alors je vais peut-être mal faudra la mettre quelque part. Que la beauté de la vie se trouve dans l'ombre et la lumière. Donc, il n'y a qu'au moment où tu connais l'ombre que tu peux vraiment voir la lumière. Donc, je le dis à chaque fois j'ai eu quelques ados avec qui j'en ai parlé, des ados qui se scarifiaient aussi, etc. D'ailleurs, c'est un choix de pas le cacher. Je pourrais faire un tatouage et je ne veux pas. Pourquoi? Parce que ça attire l'œil
parce que les gens se demandent, parce que les gens me demandent des fois. Il y a un stigma énorme aussi par rapport aux scarifications. Ah, mais énorme. C'est pour ça que je l'ai je les montre sans aucun souci. Et quand les gens me disent qu'est-ce que c'est, je me suis bagarrée avec moi-même. Ouais. J'ai eu une bataille avec moi-même. Ouais. Et finalement, donc je leur dis, en effet, c'est vraiment, vous connaissez l'ombre. Vous savez ce que c'est. Donc vous pouvez voir chez les autres. Vous allez réussir à le voir vachement plus facilement chez les autres. C'est une force. C'est une force. Mais il faut d'abord se sauver soi avant de sauver les autres. Je me demande là vraiment par curiosité, parce que je sais du coup que tu as travaillé beaucoup quand même aux Pays-Bas, etc. Est-ce que dans cette dynamique-là de vouloir sauver l'enfant que tu as sauvé, parce que moi c'est quelque chose qui m'arrive, j'ai du mal à m'imaginer dans un autre contexte que dans celui dans lequel j'ai grandi. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie, tu vois, de faire tout mon travail à Paris. Toi, ça te dérange pas? C'est pas un truc, tu dis si c'est des enfants aux Pays-Bas, ça me fait le même effet ou... Ouais, il y a un peu un truc par rapport à quand même là d'où tu viens. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai ce truc vraiment où j'ai l'impression que je pourrais que servir ici en fait. Je comprends complètement ce que tu veux dire. Pour changer quelque chose dans l'éducation, justement par rapport j'aimerais bien créer peut-être une méthode, quelque chose avec tout ce que j'ai pu apprendre pour aider les professeurs aussi, parce que j'ai été prof après. Donc j'ai eu 27 élèves, j'ai eu 30 élèves. Je sais ce que ça représente. Mais il y a tellement de petites choses simples qu'on pourrait mettre en place. Et en effet, en France, on en a tellement besoin. Donc, j'aimerais absolument faire quelque chose en France. En revanche, aux Pays-Bas, c'est vrai que je me dis, ça va pour le moment. Ils ont leurs propres soucis. Hein. J'ai quand même j'ai mes opinions. mais bon, ils sont, voilà. Tu sens qu'il y a une plus grande nécessité en France en tout cas? Absolument. Ouais. Donc je pense que je suis un peu comme toi là-dessus. Par contre, est-ce que je voudrais pour le coup revenir vivre à plein temps en France? Non. Ok. Parce que justement, non. Ouais. C'est le même problème qui te donne envie de travailler et aussi de partir en fait. Oui, absolument. Ouais. La vision de la neurodivergence, même en tant qu'adulte, c'est non. Mais d'ailleurs, en parlant de neurodivergence, quand tu parlais de ton diagnostic, etc., qui a été assez tard, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment est-ce que ça s'est fait? Et ton rapport avec ça, avec le diagnostic, parce que tu l'avais un peu évoqué, je pense que c'est intéressant. Ouais, alors ça c'est aussi très... Ouais, c'est pareil, il y a tellement de facettes à ça. Alors, déjà, mon rapport à mon diagnostic, alors bon, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas quand j'ai commencé à avoir des épisodes où je me suis dit, oula, en fait, il faut que j'enlève tous les trucs qui coupent autour de moi. Ok. Pourquoi? Parce que je me sentais très impulsive. Ok. Et je me suis dit... quand même quelque chose qui va pas, tu vois, parce que c'est souvent comme ça aussi chez les ados et chez moi quand j'étais ado, t'as pas envie de faire ce geste. C'est pas un geste que t'as forcément envie de faire. Okay. Quand tu parles avec les ados, il y en a même une fois qui est venue me voir, qui m'a dit mais comment t'as réussi à arrêter? Ouais. Ça veut dire quand même on n'est pas sur des ados qui veulent de l'attention et quand bien même c'est pour de l'attention. Donnez-leur de l'attention, ok? Mais donc ça, c'est pas du tout péjoratif non plus. Ça veut dire que s'il y a des enfants qui font ça justement pour l'attention, c'est qu'il y a un souci d'inattention à la base. Donc voilà, cause and effect, tu vois. Mais t'as pas envie de faire ça. Donc, mais j'étais adulte, donc maintenant je me suis dit bon, ok, il y a vraiment quelque chose. J'étais déjà en thérapie. Parce que je trouvais ça important. Avec une psychologue aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, okay. Une psychologue parce que de par l'étude de la pédagogie, je me suis rendu compte de pas mal de cycles, de pas mal de choses qui revenaient constamment dans ma vie, qui étaient un peu nocifs pour moi dans mes manières de faire, Donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille en parler un petit peu, voire creuser un petit peu. C'est là où j'ai eu du coup ce diagnostic en tant que borderline. Okay. Donc, du coup, on a fait un petit peu cette thérapie, etc. Mais ça m'allait pas, en fait. C'était pas exactement moi. Et quand j'ai eu cet épisode, je me suis dit, et finalement, j'en avais parlé à ma psychologue et elle me dit, mais je pense que tu as raison, je pense qu'il y a du TDAH. Okay. Je pense que c'est le TDAH, en fait. Alors, du coup, à partir de là, et c'est là d'où vient le stigma aussi en France. Non, on ne va pas chez notre médecin traitant en disant je suis un peu hyperactive et ils nous prescrivent des pilules. Ça ne marche pas comme ça du tout, en tout cas
de ce que je sais en Europe, en tout cas aux Pays-Bas, ça ne marche pas comme ça du tout. C'est extrêmement réglementé pour avoir des médicaments et pour avoir le diagnostic, etc. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma psychologue m'a dit d'accord, on va faire le diagnostic. Le diagnostic a duré 3 heures, 3 heures et demie, avec, à ce moment-là, donc avec ma mère, était là aussi, et partenaire de l'époque. Donc en fait, pas que moi, il n'y avait pas que moi. Il y avait on était 3 en fait. Pour qui je suis maintenant, qui je suis en couple et qui je suis quand j'étais petite. C'est pour ça. Mais ça fonctionne comme ça avec tout le monde qui se fait diagnostiquer. Il doit y avoir en tout cas aux Pays-Bas, oui. C'est hyper intéressant comme approche. Et alors pourquoi? C'est parce que tu nais avec le TDAH. C'est un problème neurologique. C'est quelque chose, c'est ton cerveau. C'est neurologique. C'est pas quelque chose d'inventé comme beaucoup de personnes aiment maintenant dire. C'est pas inventé, non, c'est neurologique. Donc c'est développemental, en français on dit. Souvent héréditaire d'ailleurs, mais c'est développemental. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que s'il y a un TDAH maintenant à 27 ans, c'est qu'il y avait un TDAH quand j'étais plus jeune. Et c'est là où vient un petit peu le truc par rapport au DSM-5, c'est que les symptômes chez les petites filles du TDAH se voient plus tard que chez les petits garçons et de manière différente des petits garçons. Mais du coup, voilà, donc ce diagnostic a duré 3 heures avec beaucoup de questions. Et donc, du coup, moi, je répondais, voilà, juste moi. Et après, la question, c'était, OK, et en couple, voilà, et quand elle était petite. Et tu avais accès à ce que disaient… Les autres, oui, bien sûr. Ok. J'étais là. C'était vraiment un truc à 3. C'est hyper intéressant. Et donc, du coup, ma mère a pu même dire sur les bulletins, c'est vrai que tous, ils écrivaient elle est distraite par une mouche. En fait, tout était voilà. Et donc, en fait, donc c'était check. Et du coup, j'ai eu mon diagnostic comme TDAH sévère, entre guillemets. Donc, ça veut dire que sur tous les symptômes, je skyrocket, quoi. Donc, et à partir de là, juste à partir de là, tu dois faire… je dois. J'ai pas eu de médicaments directement non plus. D'abord, 2 thérapies cognitives. Donc, d'abord 2 thérapies de groupe. Ça consiste en quoi ça Alors, c'est en fait, t'es avec un groupe, c'est génial. T'es avec un groupe que du TDAH, c'est incroyable. C'est trop cool. Parce que tu te comprends tout le monde. Ah non, c'était très très drôle. C'était très drôle. Donc t'es que avec des TDAH. Que avec du TDAH. Ah ouais, non, c'est très drôle. Rien que pour l'expérience, il y a quelqu'un qui est TDAH, inscrivez. Non mais c'est drôle. C'est vraiment drôle. Et en fait, et donc du coup, tu as une thérapie. Alors donc la première, c'était 1 mois et demi ou 2 mois, et la deuxième pareil. Et en fait, alors c'était d'abord, du coup, je traduis un peu de néerlandais à français, mais les bases entre guillemets. Donc déjà à la base, qu'est-ce que c'est exactement le TDAH? Donc c'est un peu, il t'explique voilà déjà, que vous avez, etc. Et après c'est vraiment, on va dans le vif du sujet, dans donc chaque symptôme, comment ça se traduit, et du coup des techniques pour faire voilà. Donc par exemple, une technique, c'est que quand tu dois je sais pas nettoyer ta maison. Pour quelqu'un avec le TDAH, c'est là où c'est comme ça que tu nous retrouves en mode comme ça sur le canapé, parce qu'on ne sait pas où commencer. On n'arrive pas à compartimenter. C'est ça. Parce que c'est quelque chose qui est trop vague. Et ça va aussi d'ailleurs avec le truc scolaire, c'est trop vague. Il faut que ce soit précis et plus ciblé, quoi. C'est ça. Et dans un cerveau, entre guillemets, elles sont en neurodivergence, donc un cerveau atypique. Arrive à faire une liste de OK, donc il faut que je fasse ça. Le TDAH, non. Donc du coup, en fait, ils nous ont dit par exemple, cleaner la maison, donc nettoyer la maison, c'est un repas. Après, tu as l'entrée, le plat et les snacks. Et donc en fait, le but, c'est qu'ils apprenaient, du coup, ils nous donnaient des tips pour compartimentaliser. Ou séquencer un peu le travail. Séquencer le travail, voilà. Des étapes, etc. Donc ça c'est un exemple. Et après on devait utiliser ça dans la vie de tous les jours, et après revenir. Non, c'était très très drôle. Et est-ce qu'ils appelaient ça de l'autorégulation par hasard?
Non, alors Pas vraiment. l'autorégulation, alors peut-être si, globalement. Un petit peu, ça Ouais. m'a l'air d'être un petit peu des... Comment Ouais. en fait, comment te réussir à te réguler. Alors après, l'autorégulation, c'est plus c'est plus dans les émotions, dans Oui. dans le dérèglement des émotions, Ouais, hein, c'est ça. C'est nommer les émotions. Exactement. C'est un peu... Avec la roue des émotions. Ouais. Exactement. Oui, donc il y a ça aussi. Ouais. Quand il y a un Il y a ça aussi, dérèglement. il y a ce truc d'autorégulation aussi. Aussi, Ok. ouais. Pendant ces thérapies. Et donc, du coup, on touche sur plein de sujets différents, de comment, en fait, on peut réussir à fonctionner sans avoir forcément de médicaments. Les médicaments ne sont pas... parce que c'est aussi quelque chose, c'est un mythe. Les médicaments ne font pas tout du tout. Si tu as un TDAH, tu prends des médicaments, ok, tu vas te sentir mieux, ça c'est sûr et certain. Mais si tu n'as pas les connaissances, ou en tout cas les étapes, les choses que toi tu peux faire pour t'autoréguler, et ben, ça ne te servira à rien en fait finalement. Okay. Donc vraiment, ça a été tout un travail, de long, 4 mois. 4 mois. 4 mois. Ouais, et après, au bout de 4 mois, bon, c'est à peu près. Okay. En tout, c'était 3 mois. Okay. Ouais. Mais du coup, c'était 2 thérapies en effet, et donc 2 thérapies de groupe. Et donc la première, c'était un petit peu plus informative, etc. La deuxième, c'était vraiment plus ciblé. Et pendant la deuxième thérapie, une psychiatre vient. D'ailleurs aussi très intéressant, la personne qui a fait mon diagnostic n'est pas ma psychologue, c'était quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas. Très important pour avoir un regard complètement neuf et neutre. Ouais. Voilà. Donc, psychiatre, elle est venue nous dire les choses, etc. Moi, j'étais contre les médicaments. Mais c'est ça, oui, je voulais en venir là. Justement, toi, tu voulais pas prendre de médicaments, tu voulais pas... Ah non, je voulais pas en entendre parler. Ouais. Non. Mais ça, c'est... Tu penses que c'est culturel, un peu mais sociétal ? Complètement. Parce que les gens ont souvent des... Enfin, parce que prendre des médicaments en traitement, ça suppose donc que tu es dépendant d'une certaine chimie, etc. Et que tu es fou aussi. Ouais, absolument. Ah oui, et ça, et donc ça, c'est pour ça que tu étais réticente à l'idée de te faire... Alors, je suis même pas allée jusque-là. Ouais. C'est pire, parce que je l'avais tellement internalisé que j'étais là, mais non, mais moi, je suis pas folle. Moi, je suis pas tarée. Ok. Voilà, malheureusement. Comment t'as fait pour, du coup, passer le cap, quoi, et aller au-delà de ces stéréotypes c'était dur, hein. C'était dur. Parce que stigma, parce que aussi échec, encore une fois, hein, parce que tu te dis, c'est un échec. Et après, je me suis dit, Emma, c'est neurologique. Tu peux pas choisir, tu peux pas lutter contre ça. Non, c'est juste comme ça que t'es faite. Et d'ailleurs, juste avant de répondre à ta question, je suis persuadée que parce que ça a toujours existé, hein, mais des années auparavant, c'est nous qui allions chercher à manger, qui étaient dans la... mais Non, mais les TDAH, on est super actifs, on veut faire plein de trucs, etc. C'est fabuleux pour une société qui est pas... on peut l'être maintenant, tu vois. Donc, il y a une certaine aussi évolution qui fait que, je pense. Ça, c'est sociologique aussi. Mais, alors, comment j'ai passé au-dessus ? C'est ça. Et comment tu as commencé à prendre les médicaments ? Alors, comment j'ai commencé à prendre les médicaments ? J'ai fait quelque chose un peu illégal. Enfin, illégal. C'était pas contre la loi. C'était j'avais une amie à moi qui travaillait avec moi. Et elle avait elle a le TDAH aussi. Et j'ai dit, moi, c'est bon, j'ai fini les thérapies, machin. Et toi, comment ça va et tout. Et elle me dit, moi, ça va. En plus, j'ai mis les médicaments, etc., machin. J'étais là. Pas moi. Tu vois, alors, j'étais en roue libre, pareil, mais bon. Du coup, du coup, finalement, je lui ai dit, en fait, et donc je lui ai demandé vraiment, alors, est-ce que ça t'aide vraiment ? Et elle me dit, non mais Emma, c'est 2 mondes différents. Je suis là, ok. Et du coup, on travaillait, etc. Et après, elle me dit, Emma, tu veux essayer ? Et je lui dis, je sais pas.
Et on faisait à peu près le même poids, etc. Et puis, bon, donc, bon, faut pas le faire. Vraiment, je recommande pas de le faire comme ça. Honnêtement, justement, faudrait casser ce stigma. Bah oui. Demander justement à votre médecin, à votre psychiatre, etc. Parler des peurs aussi, surtout. Ouais. De tout ça. Mais bon, moi, je l'ai pas fait comme ça, malheureusement. Mais du coup, je lui ai dit, finalement, j'aimerais bien essayer. J'ai pris donc un de ces médicaments et je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Quand il a commencé à faire effet, je l'ai regardé, je me suis mis à pleurer. Oh, j'ai pleuré. C'est vrai. Mais j'étais là, c'était comme si c'était, tu sais, comme quelqu'un qui sait pas qu'il est myope, par exemple, et qui d'un coup a des lunettes et là, tu vois, genre, pardon, punaise. Alors, tu vois, c'est, ça m'a, mais ouais, j'en ai pleuré, quoi. Wow, c'est impressionnant. Ah ouais, c'était. T'as ressenti, en fait, c'était plus dans ton cerveau et t'as ressenti un truc. Ouais, c'est comme si d'un coup, je pouvais me concentrer sur quelque chose. Wow. Donc j'ai voulu faire des petits tests. Du coup, après, je disais, viens, on va boire un verre. Ouais. Donc on est allé boire un verre et je la regardais et j'étais là. C'est incroyable. Je n'entends pas ce que les autres disent autour. Ouais, parce que normalement, si je prends pas mes médicaments, je sais. Stimulé partout, en fait. Ouais, parce qu'ils disent le TDAH et le trouble de l'inattention avec l'hypersensibilité. Je suis pas d'accord. On a trop d'attention pour tout. Ouais. Dès qu'on arrive quelque part, dès qu'on entend tout, on voit tout. Tu vous concentrez sur tous les détails. Ouais, et même si on n'a pas envie. En fait, donc quand je parle avec quelqu'un, je sais qu'il a des problèmes avec sa femme. Je sais que parce que tout est au même niveau sonore. C'est comme ça que je l'explique un petit peu aux gens qui ont pas du tout ce cerveau TDAH. C'est comme si tout dans la vie était sur la même ligne. Okay. Donc tout a le même son au niveau des paroles, au niveau quand tu es dans un bar par exemple. Quelqu'un qui te parle, tu l'entends aussi fort que quelqu'un qui parle à côté. Mais donc quand par exemple tu prenais pas tes médicaments avant, genre aller dans un endroit bruyant, c'était vraiment dérangeant pour toi Ouais, oui, ça devait être pas tout confortable quoi. Bah non, mais en fait je m'étais habituée finalement, je t'y habitue. Mais c'est vrai que j'ai toujours été tête en l'air un petit peu et je papillonne partout et moi en fait mon hyperactivité c'est vraiment manifesté quand j'étais donc quand j'étais adulte parce que pour contrer ça on est constamment en recherche de dopamine parce qu'on a un problème de dopamine dans notre cerveau, on est en constante recherche de ce kick. Donc c'est pour ça qu'on est impulsif. Parce que manger la malbouffe, ça te donne un petit boost, etc. Donc, ce que je faisais, en fait, c'est que je donnais 5 à 6 heures de cours de sport par jour. Ouais. Mais donc, je les faisais aussi. Bodybuilding, etc. Je m'entraînais des fois 5 heures par jour. Ah ouais, okay. Et ça me donnait le boost j'étais contente après, etc. Ce qui fait que j'arrivais à me concentrer sur ce que les gens me disaient, etc. Parce qu'en fait, j'étais... entre guillemets épuisée, même si je le ressentais pas. Mais j'étais plus apte à me focus sur d'autres choses. C'est une manière de te canaliser, quoi. Ouais, parce que ce sport excessif, d'ailleurs, ça se voit aussi dans beaucoup de personnes beaucoup de femmes qui ont TDAH étant plus âgées. Enfin, en tout cas, étant adultes, sont souvent des femmes qui sont il y a beaucoup de femmes dans le top sport, donc vraiment dans des athlètes, etc. Parce que c'est une manière aussi de canaliser notre hyperactivité, etc. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et donc, du coup, je ne le savais pas au final. Je l'ai su qu'après avoir mon diagnostic. Compris, j'ai compris tout ça. J'ai tout compris. J'ai pu... Ouais. Et par rapport aux stigmates, parce que, pour parler plus précisément des neurodivergences et notamment des stéréotypes qu'il y a autour de ça, parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. On entend beaucoup dire, oui, c'est une tendance, c'est un prétexte pour prendre de l'adérol et des substances. Il y a quand même beaucoup de stéréotypes. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens pour qu'ils comprennent mieux, en fait? Parce que je pense que le jugement vient toujours d'une ignorance quelque part. Absolument. Quoi. Alors déjà... ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, on n'est pas en Amérique. Et je dis ça, je pèse mes mots quand je dis ça.
rien contre l'Amérique, mais je parle juste purement des neurodivergences. On n'est pas du tout dans le même contexte. Malheureusement, c'est avec ces retours-là que les gens ont leur jugement, souvent, par rapport au TDAH, surtout. Parce que c'est devenu tendance, ADHD, machin. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, du coup, vont se faire prescrire l'Adderall. Et en fait, c'est les parents qui le prennent, etc. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas le TDAH, c'est clairement une drogue. On peut le voir un peu comme du speed, finalement. Oui, ouais. C'est les mêmes. Alors, je sais pas si c'est les mêmes. En tout cas, c'est très similaire. J'ai envie de dire, c'est que malheureusement, il y a des enfants qui, à cause de ce genre de stigma, des enfants, des femmes, beaucoup de femmes, plus des femmes que des hommes. C'est la vérité. Encore une fois, on en revient au fait que les symptômes sont faits pour les hommes et non pour les femmes. Ça, encore une fois, c'est un sujet sociétal énorme. Mais en tout cas, quand je parle juste du TDAH et du DSM-5, donc, les femmes sont pas du tout, ou moins, beaucoup plus en ce moment. Hein, ça commence, l'élan se délie quand même. Hein, il y a quand même vachement plus de... les gens commencent à le voir, ne sont pas diagnostiqués. Ce qu'on ne comprenne pas, c'est qu'on ne va pas juste chez notre médecin traitant pour demander des pilules et on nous les donne. Moi, pour avoir mon traitement, j'allais chez ma psychiatre toutes les semaines. Elle prenait ma tension, mon rythme cardiaque, etc. Aussi, quelque chose qui est frappant d'ailleurs, c'est que mon rythme cardiaque, quand je prends pas mon médicament, est de 65, il me semble, au repos. Quand je prends mes médicaments, il est de 61. Ça veut dire que mon baisse quand tu prends tes médicaments, alors qu'au contraire, c'est censé être des choses qui... C'est des stimulants. C'est des stimulants. Ouais, mais parce que... Parce que tu en as besoin. Mais oui, tout simplement. Ouais. C'est ça. Alors qu'une personne qui n'en aurait pas besoin... ça montrait le... Ouais. Oui. Donc, il y a énormément de réglementations. Ma psychiatre m'a suivie pendant 1 an avant de donner le feu vert à mon médecin traitant pour pouvoir refaire l'ordonnance à chaque fois. Le renouvellement de l'ordonnance. Donc, il y a un vrai suivi régulier et rigoureux. Exactement. J'ai changé 3 fois de médicaments aussi parce que je dois traquer. Ils nous font traquer vraiment tous les effets secondaires. Est-ce que ça va par rapport à ça ? Mais c'est extrêmement réglementé. Et ça me fait penser aussi. C'est quelque chose que je vais te demander dans un second temps parce que j'ai une autre question avant ça. Mais tu me disais que parfois tu rencontrais aussi des parents qui avaient des enfants avec des neurodivergences et qui eux-mêmes en fait ne voulaient pas que leurs enfants soient diagnostiqués par peur d'avoir un enfant malade et que donc parfois les stigmates sont tellement ancrés que même des parents qui, je suis certaine, sont très bienveillants refusent ça quoi. Que limite aujourd'hui dans une société dans laquelle on est, c'est mieux d'être malade non soigné qu'être soigné et guéri. Mais à cause de stéréotypes qui est tellement pesant, c'est quand même très triste, je trouve, comme constatation. Mais je voulais te demander plus dans l'éducation et dans l'école, etc. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire dans le système éducatif, que ce soit particulièrement le français en réalité, je pense, que tu as pu voir en Hollande, par exemple, qu'il n'y a pas ici. Qu'est-ce qu'on pourrait implémenter pour mieux accompagner ces enfants-là et mieux sensibiliser de manière générale en fait, les enfants par rapport à ça ? Juste au niveau sociétal, je pense qu'il faudrait qu'on ait des pédagogues dans les écoles. Mais des pédagogues, donc comme moi, comme des éducateurs spécialisés, des pédagogues dans les écoles qui puissent observer, voir, donner plus de soutien à des élèves. On a ça aux Pays-Bas, 1 ou 2 par école, c'est normal. Ayant été prof, il y a des toutes petites choses qui peuvent aider. Par exemple, les fidgets. Donc ça c'est moi j'en ai un d'ailleurs, je m'en suis rendu compte pendant toute la vidéo que je l'avais pas. Alors par exemple, donc oui, si un professeur n'a pas de fidget en classe ou quoi que ce soit, même par exemple, moi j'avais donné ça une fois à un de mes élèves, c'est mes AirPods, juste pour faire ça. Voilà, j'ai essayé de lui dire, je lui avais donné un challenge de pas faire de bruit. Ah, avec le truc. Ah là. Mais alors c'était son challenge. Donc du coup, encore une fois, quand on en fait un jeu et un peu un challenge, et les DH ils aiment bien. Ma prof ce soit. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont possibles à faire aux Pays-Bas. Donc je sais qu'il y en a peut-être en France aussi. Il y a pas mal de casques. Donc de casques qui
enlèvent, qui en fait, qui te font te concentrer parce que tu n'entends pas le bruit autour de toi. Donc sonorisant. Voilà, c'est ça. Ok. Alors après, il y a aussi je sais pas comment on appelle ça, mais des espèces qu'on peut mettre sur les tables, tu sais, pour genre des cartons pour nous isoler. Voilà. Okay. Il y a ça aussi. Alors après, par expérience, je sais qu'il y a des enfants qui aiment pas ça non plus trop parce qu'ils trouvent que ça les coupe trop justement. Et ce que je comprends complètement. Alors après, quand tu donnes des explications, donc au tableau, bien entendu, quand tu es en train de donner un cours, tu peux pas ils doivent enlever leur casque. Moi, j'avais un enfant dans une de mes classes qui dessinait pendant que je parlais. Autre manière de s'asseoir. Donc moi, je sais que dans l'école où j'ai travaillé, du coup, à l'école française, ils faisaient ça beaucoup. Il y a plusieurs sièges différents. Il y avait même une table avec un vélo. Okay. Donc c'est un vélo puis c'est une table en fait. Et donc du coup, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient besoin de bouger en même temps et du coup ils se mettaient sur le vélo et du coup c'est du vélo de maison voilà. Ou alors s'asseoir par terre. Mais alors donc tu t'assois sur il y a des tables qui existent où c'est un espèce de siège, tu t'assois dessus et du coup ça fait une petite table mais tu es assis par terre. Mais tu vois, je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu dis parce que quand en fait, par contraste, ça montre aussi à quel point aujourd'hui les normes de l'apprentissage et de la réussite sont codées. Et tu sais, ça me fait penser au concept de Foucault du biopouvoir, c'est-à-dire que le corps, de la manière dont il est discipliné, est aussi une forme en fait de réussite et de pouvoir dans l'école, dans le sens où un élève qui va avoir besoin de bouger son corps, etc., ou de faire des mouvements, va être perçu comme un échec en fait vachement. Absolument. Parce qu'il n'arrive pas à discipliner son corps. Or, là, tout ce que tu me dis, c'est des choses qui sont bénéfiques pour leur apprentissage et pourtant, ça les marginalise vachement. Absolument. Et je me demande, d'un autre point de vue aussi, comment est-ce que ces techniques-là, pour canaliser ces élèves avec ces besoins spécifiques, sont bénéfiques en fait à l'ensemble des élèves. J'ai pas envie de faire de bêtises ici parce que tu vois, je me rends bien compte qu'il y a des spécificités qui sont uniques, etc. Mais à la fois, notamment avec le concept d'autorégulation, en ce moment, je suis un petit peu sur cette idée-là, je me rends compte qu'en France, l'autorégulation est appréhendée seulement pour les TND, donc les gens avec les troubles neurodéveloppementaux. Or, aux États-Unis ou en Angleterre, en fait, les dispositifs d'autorégulation, d'apprendre à connaître ses émotions et un peu plus loin, genre bouger le corps, etc., c'est pour tout le monde, quoi. Et ça aide tout le monde. En fait, c'est bon, pas seulement. Et tu vois, et je me dis à la fois c'est positif pour tout le monde et à la fois, bon, j'entends bien qu'il y a des besoins encore plus spécifiques qui là ne sont peut-être pas. Moi, on me dit souvent que j'inspire les gens à être un petit peu plus soft, plus aimants avec eux-mêmes parce que je le suis avec moi. Donc, dans la classe, voir que des enfants ont besoin de quelque chose d'autre et que ça n'a en aucun cas à voir avec leur intelligence, avec le fait qu'ils sont mieux ou moins bien, et le dire aux autres élèves, ça amène cette espèce d'acceptation qu'en fait, c'est OK. Moi, je demandais à des élèves, par exemple, qui donc n'en avaient pas besoin. Il y avait plusieurs élèves qui sont venus me voir, est-ce que je peux aller me mettre sur le vélo ? Bah bien sûr, va te mettre sur le vélo. Parce que du coup, tu vois que finalement, en fait, c'est fun. Pourquoi pas s'asseoir par terre ? Pourquoi pas s'asseoir il y avait aussi des ronds, des grandes… des boules là. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, du coup, ils peuvent un peu… Mais ils adorent ça, les enfants. Que tu aies un TDAH ou non d'ailleurs. C'est fun quoi. C'est fun. L'apprentissage est beaucoup plus ludique dans ces contextes-là que dans des classes saccadées. Exactement. Donc du coup, en fait, dédramatiser ça, déjà depuis le plus jeune âge, que oui, ok, si tu veux t'asseoir d'autres manières, tu peux. C'est pas quelque chose qui est mal poli. C'est quelque chose qui peut être bénéfique. Et il y a des enfants qui en ont vraiment besoin. Donc, par exemple, je sais que j'avais quelques enfants qui en avaient vraiment besoin et je l'ai commencé à bien les connaître et à connaître un petit peu leurs patterns, je les connaissais bien. Donc, du coup, je savais quand est-ce qu'ils avaient besoin d'une chose ou de l'autre. Et les autres élèves le savaient. On en avait parlé avec les parents parce que ça fait un petit pont avec ce que tu disais tout à l'heure. Il faut savoir si oui ou non les parents sont OK avec de partager le fait que leurs enfants ont besoin de quelque chose de plus parce que ça c'est extrêmement difficile pour les parents français, pas pour les parents néerlandais, les parents nordiques, etc., pas du tout, mais en France il y a ce gros stigma de il faut pas le dire, faut le cacher. Donc moi je pense que dédramatiser ça et en faire quelque chose de fun, quelque chose parce que
On a tellement de personnes avec des neurodivergences mais partout en fait. Donc c'est pour ça que les gens disent ouais, enfin c'est bon, vous voulez tout diagnostiquer, vous voulez mettre un nom sur tout. C'est pas exactement ça. C'est juste reconnaître la force de chaque personne. Parce que la neurodivergence, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose qui plombe. C'est une force aussi, pas que, parce que c'est une société qui est difficile pour les gens qui ont de l'hyperactivité, etc. Mais on peut tourner ça dans quelque chose de empowering, qui te donne plus de... qui te donne de la confiance, plus de confiance en toi. Plus de confiance, Parce qu'en fait, tout simplement, et c'est la raison pour laquelle on a d'ailleurs de base dans l'éducation française qui est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a des S et on a des L? Pourquoi il y avait les scientifiques et les littéraires? De vouloir catégoriser ou faire des dispositifs, d'avoir ce besoin de contrôle. Mais en fait, c'est quelque chose de très français. Hein. Bah oui, mais du coup, moi j'ai envie de leur dire à la France, si vous avez déjà ça, le fait qu'il y a des scientifiques et des littéraires, c'est la vérité. Il y en a qui ont plus de facilité en maths, il y en a qui ont plus de facilité en français, c'est ok. Et ben il y en a qui apprennent mieux comme ça et d'autres qui apprennent mieux comme ça. Pourquoi est-ce que ça c'est pas ok? Mais parce que Chouette. Merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast Pimprenelle. Merci à toi.